Bonjour, aujourd'hui un petit peu d'analyse avec des fonctions holomorphes et le théorème de prolongement analytique. On terminera sur un exercice assez joli et on va regarder ces fonctions holomorphes. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une fonction holomorphe, elle est analytique. C'est-à-dire que quand elle est holomorphe sur un ouvert U, bon, on va dire que holomorphe, ça veut dire que la fonction en Z est dérivable en Z. Ou, si vous voulez, que sa dérivée partielle par rapport à Z bar est nulle. Voilà. Et à partir de là, il y a une énorme contrainte. Donc, être holomorphe, quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même vraiment par rapport aux fonctions qui sont juste différenciables sur le plan, sur R2, eh bien, il y a une contrainte énorme, qu'on appelle les équations de Cauchy, parce qu'il faut que, en gros, la différentielle soit la différentielle qui est normalement linéaire, mais il faut que ce soit une similitude directe. Donc ça, c'est quand même assez fort. Mais une fois qu'on a ça, alors on a quelque chose de très précieux, c'est l'analicité. C'est-à-dire que si f est holomorphe sur un ouvert U de C, alors elle est analytique. C'est-à-dire que pour tout Z0 dans l'ouvert U, il existe un voisinage de Z0, un voisinage ouvert, sur lequel f de Z, quand Z est dans le voisinage, eh bien f de Z s'écrit comme une série entière en Z moins Z0, c'est-à-dire somme de AN, Z moins Z0, puissance N. Ça, c'est quand même très fort. Bon, évidemment, si vous avez ça, alors vous avez le fait que c'est holomorphe, parce que toutes ces fonctions-là, Z moins Z0 puissance N, sont évidemment, elles sont polynomiales, donc elles sont dérivables, et comme il y a une convergence uniforme sur le rayon, parce qu'il y a convergence normale sur tout compact du voisinage, eh bien, on va avoir évidemment la possibilité de dériver sous le signe somme, et donc on aura une fonction holomorphe. Donc vous voyez que ici, vous avez une équivalence entre l'holomorphie et l'analicité, avec l'implication qui est quand même un peu difficile, bon, et dont on ne parlera pas ici, juste je vous dis, c'est l'intégrale de Cauchy qui nous permet d'obtenir cette analycité, j'en dirai pas plus. Bien, mais ce qu'il faut voir, c'est le théorème de prolongement analytique. Soit f holomorphe sur un ouvert connexe U, K un compact infini de U. Alors K un compact infini de U, ça veut dire que c'est un compact, et son cardinal est infini, d'accord? Comme par exemple, vous allez prendre l'ensemble des éléments de la forme 1 sur n, union 0. Voilà, d'accord? Pour n supérieur à 1, entier supérieur à 1, union 0, ça va vous faire un compact infini, voilà. Bon, un segment, donc, bien sûr, non singleton, eh bien, c'est un compact, un segment fermé, est un compact infini, par exemple. D'accord ? Alors, si f s'annule sur k, il s'annule sur u. Alors, plusieurs remarques. Ça veut dire que si deux fonctions sont égales, sur un compact infini de fonctions holomorphes, alors on va pouvoir prolonger cette égalité sur toute une composante connexe. C'est en ce sens qu'on dit que c'est le prolongement, un théorème de prolongement analytique. Par exemple, ça permet de démontrer assez facilement que si f est défini sur un voisinage de A, de petit a, moins A, on enlève A, et qu'elle est bornée sur un voisinage de A, alors elle est prolongeable, donc c'est ce qu'on appelle une fausse singularité, elle est prolongeable en A. Alors allons-y pour la preuve. Regardez, elle est assez simple finalement, modulo le fait que holomorphe ça implique l'analytique évidemment. On appelle Z l'ensemble des petits z dans U, tel que non seulement f s'annule sur z, mais il s'annule sur tout un voisinage de z. Voilà, un voisinage ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que z est non vide, qu'il est ouvert, qu'il est fermé, d'accord? Et du coup,
Z sera une composante connexe de U, comme U est connexe, Z sera égal à U, et comme F s'annule sur Z, F s'annulera sur U. Alors on y va, Z est non vide, oui, regardez, on prend Z0, un point d'accumulation de K, d'accord? Donc K il est entièrement dans U, donc le point d'accumulation, comme K est compact, il est fermé, hein, donc le point d'accumulation est dans U, donc Z0 est dans U. Alors, comme on a l'analicité, ça veut dire que f de z va s'écrire comme ceci dans un voisinage de z0, soit tous les AN sont nuls, dans ce cas-là f de z est nul, soit alors, bon, de toute façon ce qui est clair c'est que A0, il est égal, lui, à 0, mais, puisque f de z0 égale 0 par hypothèse, mais si tous les AN ne sont pas nuls, il existe un P minimal tel que AP est non nul. Ça c'est évident. Donc f de z va être égal à AP, z moins z0 puissance P, que je peux mettre en facteur du coup, et ce qui va me rester, c'est encore une série entière en z moins z0, donc une fonction holomorphe que je vais appeler f1 de z. Mais cette fois-ci, f1 de z0 est non nul, puisque on a mis AP ça en facteur, donc on peut même dire que f1 de z0 est égal à 1. D'accord ? Voilà. Donc, oui, donc, en fait c'est égal à 1, donc on se fiche. Bref, f1 étant holomorphe. Alors, et AP est non nul par définition. Donc, du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que pour tout z dans K, intersecté avec le fameux voisinage de z0 sur lequel on a ça, eh bien, f1 de z est égal à 0. D'accord? Pourquoi f1 de z égale 0? Parce que dans ce voisinage, je peux écrire cette égalité. Donc, j'ai f de z qui, lui, est nul, par hypothèse, puisqu'on est dans K. D'accord? AP est non nul. Z moins Z0, dans un voisinage moins Z0, évidemment, hein, Z différent de Z0. Donc ça, c'est non nul. F1, du coup, est obligé d'être nul. Donc F1 de Z est nul. Donc ça nous fait une suite d'éléments de K qui tendent vers Z0, tels que F1 de Z est nul, or F1 de Z0 est différent de 0. Or F1 est holomorphe, donc continu, ce qui fait que cette situation est impossible. Du coup, comme cette situation est impossible, il nous reste celle-ci. Ça veut dire que f de z égale 0 sur un voisinage de z0, et donc z0 est bien dans z par définition de z. Bien, donc là, déjà z est non vide, on a fait pratiquement l'essentiel. Z est ouvert. Ah oui, ça c'est évident, z est ouvert par définition. Puisque il existe par définition de z dans grand Z, un voisinage ouvert sur lequel chaque élément du voisinage va posséder un voisinage à l'intérieur de ce voisinage. Donc ici, Z par définition, il est ouvert. Bien. Z est fermé. Alors on va faire ça avec la caractérisation séquentielle. Si Zn est une suite de Z, avec Zn tendant vers A, il faut montrer que A est encore dans Z. Donc c'est-à-dire, il faut montrer qu'il existe un voisinage de A sur lequel F s'annule. Mais pour tout entier naturel K, comme Zn est dans Z, c'est-à-dire que F s'annule sur un voisinage de Zn, donc toutes les dérivées successives de f en Zn sont nulles, puisque ça s'annule sur un voisinage. Donc on a la dérivée de la fonction nulle, c'est toujours 0. Mais, comme f est analytique, alors ça c'est vraiment intéressant, hein, dans l'holomorphie, on a juste besoin de dérivables, et après l'analycité nous montre que c'est infiniment dérivable, d'après ça. Donc on a fk de A égale 0, puisque fk est continu. D'accord ? La dérivée km, d'accord ? Donc on fait tendre Zn vers A, et donc on a par continuité fk de A égale 0, quel que soit k. Mais maintenant,
on va réutiliser l'analycité, vous voyez à quel point ça sert, eh bien, comme toutes les dérivées sont nulles, ça veut dire que tous les AN sont nuls, puisque vous savez que série de Taylor oblige, AN, c'est la dérivée nème de f en z0 divisé par factoriel n. Donc, comme ils sont tous nuls, ça veut dire que tous les AN sont nuls, et comme on a l'analycité, eh bien, on a ici fk de a égale 0, quel que soit k. Et donc, par analycité, eh bien, il n'y a que f de z est égal à 0, et ceci dans un voisinage de A. Voilà, conclusion, z c'est un connexe non vide de U, et donc on a z égale U, c'est ce qu'on avait dit, f s'annule, donc surtout U. Alors, deux remarques avant d'attaquer un exercice que je trouve assez joli. Regardez, d'abord, cette analycité, dans R, vous voyez, elle est absolument fausse. Vous avez des contre-exemples de fonctions qui vont être infiniment dérivables, dont toutes les dérivées en z0 vont être nulles, et pourtant les fonctions sont non nulles. Vous voyez, pour cette remarque ici, le passage de là à là. C'est la fonction que vous connaissez bien, exponentielle de moins 1 sur x2, prolongée en 0, d'accord, par 0, d'accord, et ça, vous savez que toutes les dérivées sont nulles en 0, c'est dérivable en 0, et pourtant, voilà. Donc on a un exemple de non-analycité, mais c'est parce qu'on est sur R, parce qu'on attaque les choses sur juste une droite, et pas sur tout un plan. Mais bon, on a beaucoup de différences entre, et c'est très contre-intuitif, les différences entre être dérivable sur R et être dérivable en quelque sorte sur C. C'est vraiment le jour et la nuit en quelque sorte. Deuxième remarque maintenant, eh bien ça fait penser, c'est un théorème de rigidité finalement, donc c'est-à-dire que voilà, f finalement va être caractérisé par ses valeurs sur un compact infini. Donc ça fait beaucoup penser à des polynômes. Et effectivement, le fait d'être holomorphe, s'écrire comme ça, ça fait penser à des polynômes, mais de degré infini, vous voyez. Et du coup, toute la rigidité des polynômes, on va la retrouver dans des théorèmes de rigidité des fonctions holomorphes. Et ici en particulier, où le fait qu'un polynôme de degré n est entièrement déterminé par n plus une valeur distincte, d'accord, et bien là, une fonction holomorphe va être entièrement déterminée par, oui, une infinité de valeurs distinctes, à condition qu'elles soient compactes. Voilà. Donc du coup, vous avez les contre-exemples suivants. Si vous avez ici un compact, mais il est fini, alors évidemment, vous allez prendre un polynôme non nul qui s'annule sur cet ensemble fini. C'est possible, d'accord, puisque cet ensemble est fini, et donc vous aurez un contre-exemple à ce théorème. Et si c'est infini mais non compact, vous prenez l'ensemble des k pi quand k parcourt z, et bien vous avez la fonction sinus z, c'est une série entière, donc c'est holomorphe, sinus z qui va s'annuler sur cet ensemble, qui est infini, sans être une fonction nulle, évidemment. Voilà, j'arrête avec les remarques et on attaque l'exercice. Donc voici l'exercice. On a eu un ouvert connexe qui est symétrique par rapport à l'axe réel. On peut imaginer un truc comme ça. Il peut avoir des trous, mais les trous sont symétriques évidemment. Voilà. Et ça c'est l'axe des réels. Et soit f une fonction holomorphe sur U. Il faut montrer que ces deux propositions sont équivalentes. Quel que soit z dans U, f de z bar égale f de z le tout bar. Et quel que soit z dans U inter R, alors f de z est réel. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu là-dessus. Vous voyez que c'est quand même très puissant. Vous voyez que c'est quand même du prolongement analytique parce que ce qui va être difficile, c'est d'aller de la droite vers la gauche, c'est-à-dire à partir d'un tout petit bout de réel. Alors j'ai oublié de dire évidemment que U inter R contient un segment, un vrai segment AB, d'accord, vous avez A et B comme ceci, il n'est pas vide. Sinon la condition ici, elle serait vide. Voilà. Bon,
eh bien, vous voyez que, donc, à partir de juste ce petit bout-là, on arrive à reconstituer tout ce qui se passe sur U, à condition évidemment que U est connexe. Donc ça sent vraiment le théorème de prolongement analytique. Sauf que Z donne Z bar, donc l'application bar, n'est pas holomorphe, l'application bar n'est pas analytique. Donc, comment on va se dépêtrer de cette situation? Voilà, alors comme je disais, l'implication, elle est évidente, puisque quand on est sur U inter R, la propriété implique que f de z bar, c'est f de z de toute façon, donc c'est égal à f de z le tout bar, puisque z est dans R. Donc ça implique que f de z est dans R. Donc on a bien ça. Réciproquement, eh bien, l'idée, juste la seule astuce, c'est de poser g de z égale f de z bar le tout bar. Et là, c'est intéressant parce que là, ici, le fait d'avoir mis un bar au départ et un bar à l'arrivée, donc on a fait de la conjugaison par un automorphisme de C, eh bien, vous allez voir que quand on conjugue comme ça par un automorphisme de C une fonction holomorphe, eh bien, ça va rester holomorphe. Parce que, regardez, vous avez la limite quand z tend vers z0 de g de z moins g de z0 sur z moins z0, je regarde si g est dérivable en z, eh bien, je vais poser u égale z bar, u0 égale z0 bar, ça va faire donc la limite quand u tend vers u0, parce que évidemment bar est continue, elle n'est pas holomorphe, mais elle est continue, limite quand u tend vers u0, de ici je vais avoir f de u bar moins f de u0 bar, je regarde juste la définition de g, sur z moins z0, c'est-à-dire u bar moins u0 bar. Voilà. Et bien ça fait quoi? Comme bar est un automorphisme de Corr, ça fait tout ça bar, d'accord? Donc bar commute avec la limite parce que c'est continu, donc ça fait f' de u0 et le tout bar. Donc en gros, vous allez avoir f' de z0 bar bar. Donc vous voyez, ça commute, d'accord, ici. On a un g' de z qui est égal à f' de z bar, le tout bar. Donc, mais bon, ce qu'on voulait, c'est surtout que g est holomorphe. Et là, on l'a. Donc, on veut maintenant que g de z soit égal à f de z. En fait, je passe le bar de l'autre côté. Et ici, ça fait g de z égale f de z. C'est ça ce qu'on veut. Bien. Bah oui, puisque g est égal à f sur u inter r. Bah oui, puisque f de z appartient à R dès que z appartient à R. Et du coup, ça veut dire que sur u inter R, donc ici, g de z, ça va être f de z bar, donc f de z, le tout bar, mais comme f de z est en R, ça veut dire g de z est égal à f de z. Et comme U inter R contient un segment, il contient un compact infini. Donc, comme U est connexe, G est égal à F sur U. Voilà, je trouve ça assez spectaculaire quand même, les résultats qu'on obtient, même si ce sont des résultats qui deviennent assez intuitifs si on pense holomorphe comme une espèce de passage à la limite de fonctions polynômes.